YouTube, 1,5 milliard. Puis vous regardez Messenger, WhatsApp, Instagram, c'est aussi Facebook. Donc aujourd'hui, le nombre de connexions à des outils comme cela est plus important que certains pays. La Chine n'a pas autant d'habitants que de connectés sur une entreprise qui appartient à Facebook. Donc, de nouveau, c'est un monde qui est connecté, qui ne peut pas s'empêcher de réaliser, de prendre en compte cette connexion multiple et qui ne peut qu'affecter nos activités. Alors, elle peut les activités dans un sens négatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut détecter les visages, aujourd'hui, on peut noter soit son propre comportement, soit le comportement des autres, et en Chine, ils ne sont pas très loin d'accorder un statut aux individus qui se notent mutuellement et qui, en fonction de leur score, leur permettrait par exemple d'avoir droit à « vous pouvez sortir du pays parce que votre score social est suffisamment élevé ». Vous pouvez prétendre à un prêt bancaire parce que vous avez payé vos dettes quand c'était nécessaire. Si pas, eh bien les banques vont pouvoir accéder à ces données et éventuellement vous refuser un prêt. Est-ce que nous sommes prêts à aller dans cette société-là aussi, qui est celle de « on utilise les données qui vont sans doute peut-être influencer notre vie ». Mais c'est aussi accéder à l'école et donner accès aux plus jeunes à des outils numériques qui leur permettent d'apprendre. C'est aussi donner à des personnes âgées la possibilité de se maintenir en forme grâce à des activités relatives au numérique et qui utilisent les jeux vidéo pour les rendre actifs. Voilà, ça c'est le côté positif, il y a le côté négatif, mais quel est celui que nous allons développer, quel est celui dont nous allons nous emparer à l'université ? Et donc, je parlais de culture et de culture numérique, et tout à l'heure, nous avons parlé des échanges, et donc, on l'a évoqué hier dans la session à laquelle j'ai pu assister, on a aussi parlé de Michel Serres, et donc je vous propose de rendre hommage aussi à ce philosophe qui s'est intéressé au numérique et qui, à son grand âge, y croyait, en tout cas avec une juste proportion par rapport à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et donc, voilà ce dont il parlait quand il parlait de l'échange que j'ai évoqué tout à l'heure. Si vous avez du pain, si moi j'ai 1 euro, je vous achète le pain, j'aurai du pain, vous aurez l'euro. Vous voyez dans cet échange un équilibre, c'est-à-dire A a 1 euro, B a un pain, et dans l'autre cas, B a le pain et A a l'euro. Donc c'est un équilibre parfait. Mais si vous avez un sonnet de Verlaine ou le théorème de Pythagore, et que moi je n'ai rien, si vous les enseignez, à la fin de cet échange-là, j'aurai le sonnet et le théorème, mais vous les aurez gardés. Dans le premier cas, il y a équilibre, c'est la marchandise. Dans le second, il y a accroissement, c'est la culture. Comment on passe de l'innovation à la culture ? Qu'est-ce que l'innovation apporte au phénomène culturel ? L'imprimerie est sans doute un exemple qui précède le numérique auquel on peut le comparer. Pour inventer l'imprimerie, on s'est inspiré de la science des Chinois et des Coréens des Égyptiens qui ont inventé le papier, et de la science des presseurs de vin qui ont inventé des presses pour compresser le vin et en retirer un liquide. Et en mettant les deux ensemble, ils ont inventé l'imprimerie qui a imprimé sur du papier des caractères qui ont pu être lus par un grand nombre. À une époque, en Europe, les Bibles n'étaient écrites qu'en latin, et c'était Rome qui décidait de tout. Le jour où l'imprimerie est apparue, on a pu afficher des Bibles dans une autre langue que le latin. Et donc on a donné accès à un plus grand nombre d'individus à ce qui était soi-disant la loi, la norme, ce à quoi il fallait se référer. Ensuite, on les a imprimés. Et on est arrivé à cette époque-là, on a imprimé plus de 300 000. Donc on a donné accès à un beaucoup plus grand nombre de la population à ce que certains gardaient pour eux pour maintenir un pouvoir. Donc on est passé à un phénomène très local pour partager ce pouvoir en faveur des individus. Et aujourd'hui, on en est là. On a des innovateurs. Ces innovateurs peuvent s'associer à des réformateurs qui vont diffuser l'innovation, et cette innovation va se répandre vers le plus grand nombre de façon à ce que
tout le monde ait accès à cette innovation. Alors l'innovation, c'est parfois une question de chance. En 1997, une firme que je ne connaissais pas, qui s'appelle Excite, a voulu racheter Google pour 350 000 $. Ils ne l'ont pas fait. Les propriétaires de Google ont gardé leur Google, qui est advenu ce qu'il était aujourd'hui. Donc il faut un peu de chance aussi pour innover et pour être dans le secteur de l'innovation. Dailymotion, YouTube. Dailymotion était une société qui était une société française. YouTube était une société qui avait le même niveau à un moment donné, mais YouTube a été racheté par Google, et YouTube est ce qu'il est aujourd'hui, Dailymotion est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, il y a bien sûr l'innovation, mais il y a aussi le contexte dans lequel l'innovation peut, à un moment donné, trouver une possibilité de s'étendre, de se dévoiler. Donc, de l'innovation à la culture et d'une forme de rupture à l'évolution. Pourquoi? Parce que je reviens avec mon imprimé et les Bibles de Luther tout à l'heure. Ça a occasionné une possibilité de créer d'autres tendances dans la religion qui n'est plus celle de Rome. C'était la Réforme, qui était une réforme très importante au niveau de la... C'est aussi la question du libre arbitre. On a permis aux gens de pouvoir se créer leurs propres opinions à partir de documents qui étaient diffusés largement. Et ces documents qui étaient imprimés ont pu générer une économie parce qu'on a vendu ces Bibles, on a entamé un processus de production qui a fait que des livres ont pu être imprimés pour être vendus, etc. Donc on a réformé, on a transformé intellectuellement, on a transformé économiquement, on a transformé socialement, avec l'imprimerie, tous ces facteurs, tous ces éléments de la société. Et le numérique a le même effet aujourd'hui. À un autre niveau peut-être, mais c'est le même mécanisme qui se met en place que celui de l'imprimerie. Et donc, nous pouvons parler aujourd'hui de cette culture qui est la culture numérique. Et je vous recommande un ouvrage qui est sorti là maintenant en 2019, qui s'appelle « Culture numérique » de Dominique Cardon. Et voilà, je crois que par rapport à toute cette histoire, à cette mise en perspective avec ce qui existait avant, ce qui existe aujourd'hui et les évolutions de demain, c'est vraiment un livre très intéressant à parcourir. En tout cas, il est assez simple d'accès, mais il balaye vraiment bien toutes les tendances actuelles en les mettant en perspective avec ce qui a existé précédemment. Et aujourd'hui, on en est là. Quand on met sur Internet, quand on crée un réseau de chercheurs sur Internet, on y a accès partout. ResearchGate, c'est le Facebook des chercheurs. On peut y mettre des publications, on peut consulter les publications des autres, on diffuse ces publications, elles sont accessibles au monde entier gratuitement. C'est comme pour l'imprimerie, mais c'est avec un volet numérique. On peut le faire sans intermédiaire, on peut le faire tout le temps. C'est synchronisé en permanence, on peut y accéder et modifier sans cesse. On peut suivre des individus, on peut réagir à ce qu'ils proposent. Et donc, le numérique comme amplificateur, oui, c'est un amplificateur d'une série d'actions que nous avons aujourd'hui dans notre monde académique, dans notre monde des chercheurs, dans le monde enseignant, auquel le numérique donne une amplification différente. Parce que nous sommes passés de réseaux très centralisés, le téléphone était un système très centralisé. Vous téléphoniez, vous passiez par une centrale qui vous envoyait vers l'opérateur, vous envoyait vers le numéro que vous vouliez atteindre. Rome centralisait tout. Ce que la réforme a fait et la diffusion des Bibles a pu faire, c'est décentraliser le pouvoir plutôt que de le mettre dans les mains de Rome, on l'a mis aux mains des citoyens. Ce qu'Internet fait aujourd'hui, c'est ça aussi. On a décentralisé le sens, le pouvoir que les individus peuvent avoir. On l'a distribué. Chaque individu, aujourd'hui, est potentiellement quelqu'un qui peut écrire sur Internet, qui peut diffuser sur Internet, qui peut partager ses idées sur Internet. On n'est pas obligé de passer par un point central qui va tout contrôler. En termes de démocratie, ça a modifié les choses. La démocratie représentative, vous élisez un certain nombre d'individus parce que vous votez pour eux et ils vous représentent. La démocratie représentative, c'est le fait que des individus vont vous représenter, les syndicats, les associations, vous représentent vous quelque part.
Et la démocratie Internet, c'est tout le monde est aujourd'hui capable de créer un mouvement qu'il va fédérer lui sans passer par les arcanes habituels. Donc ça change la manière dont aujourd'hui on est citoyen, dont aujourd'hui on va travailler à la mise en œuvre de la société. Alors, on parle d'histoire et il y a une histoire qui date de 68, alors il n'y a pas besoin de son, mais voilà ce qu'en 68 on a pu observer concernant le développement de l'informatique. Et cette démonstration que vous trouvez sur Internet très facilement s'appelle la mère de toutes les démos. Et voilà ce qui se passait à l'époque. C'est que Doug Engelbart, qui n'est pas le plus connu des contributeurs à l'informatique, il a démontré en 1968 le fonctionnement de la souris. Et donc, cette question de la culture informatique, souvent on l'oppose entre « il faut coder »,« il faut apprendre à coder »,« il faut apprendre l'informatique »,« il faut apprendre… » Et le fait qu'il faille décoder, ça veut dire non, il faut comprendre ce qui se passe, il ne faut pas devenir des informaticiens, il faut développer la littératie numérique. Et donc, il y a cette tension qui existe entre deux pôles de qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui par rapport à ce monde numérique, par rapport à cette culture numérique. Et en fait, il faut faire les deux. Parce que d'une part, il faut faire en comprenant, ça veut dire qu'il faut coder, il faut apprendre la technique, l'algorithmique, il faut l'apprendre pour comprendre ce qu'elle apporte ou ce qu'elle n'apporte pas. Si vous êtes capable de comprendre les algorithmes de Google, ben c'est peut-être parce qu'à un moment donné, vous vous êtes penché techniquement sur ce qu'ils sont. C'est ce qui vous permettra de les anticiper, de pouvoir imaginer leur intérêt ou leur malfaisance. Donc, il n'y a pas à s'opposer entre coder et décoder. En fait, il faut faire les deux, parce que les deux apportent quelque chose à la manière dont aujourd'hui on conçoit le numérique. Dans ce monde-là, il y a celui de l'intelligence artificielle. Vous connaissez la hype curve de Gartner. Vous allez sur le site de gartner.com. Ils font des prédictions sur toute une série d'usages qui ont lieu aujourd'hui. Et en 2019, si vous allez regarder sur le graphique, l'intelligence artificielle est ce dont on parle le plus en termes de numérique. Alors vous savez que cette hype curve, c'est toujours l'effet de mode. Et puis après, il y a un effet de on n'y croit plus trop. Et puis il y a un effet de régulation qui est la droite vers la droite, la courbe vers la droite, qui montre que petit à petit les choses se régulent. Alors ce qui se régule aujourd'hui, c'est le mobile learning, les MOOC sont un peu dans le creux, mais ça va remonter. Voilà. Mais l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui ce qui guide un grand nombre de réflexions concernant le numérique aujourd'hui. Alors vous avez tous déjà, à un moment donné, en allant sur un site, dû compléter ce type de formulaire où on vous demande d'identifier des caractères un peu bizarroïdes qui sont écrits à la main, un peu pas très clairs, et puis vous devez les retaper vous-même. Donc les CAPTCHA. Alors beaucoup pensent que c'est parce que ça permet au système de vous détecter comme n'étant pas un robot et que donc vous allez pouvoir à ce moment-là entrer sur un site qui est tout à fait sécurisé. Où on imagine que des machines peuvent faire des tâches comme le ferait l'intelligence humaine. Voilà, donc c'est une machine qui ferait comme l'être humain ferait. Mais bien sûr, vous savez que notre intelligence est plus subtile que toutes des techniques associées les unes aux autres, et donc on n'y est évidemment pas tout à fait. Ça, l'intelligence artificielle est à son troisième printemps, comme on dit, parce qu'en 1960, il y a eu des tentatives, ça a croulé, en 1980, ça a remonté, et là, c'est occupé à remonter de nouveau, au vu de la puissance de calcul. Le machine learning, c'est le fait que la machine apprend. Donc, vous allez montrer des images de chats et vous allez confirmer en disant « je clique là et je vois bien un chat ». Et en fait, la machine, au fur et à mesure qu'elle va voir des images qui ressemblent à des chats, va apprendre toute seule que ce sont des chats. Donc la machine est renforcée par rapport à cette mécanique de dire « je suis capable de reconnaître les animaux, des personnes ». Quand vous voyez sur votre téléphone des albums qui se créent avec votre photo et qu'on vous demande si c'est bien vous, si c'est bien vos enfants, si c'est bien votre famille, vous travaillez pour l'intelligence artificielle, vous renforcez un système d'intelligence artificielle qui fonctionne par apprentissage. La machine est capable d'apprendre. Beaucoup plus subtil, et c'est une autre technologie, c'est tout ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Donc, on analyse l'image
Et on essaye de se dire, tiens, est-ce que cette image-là, c'est la partie d'un chat? Et est-ce que ça, c'est la tête du chat? Est-ce que c'est l'oreille du chat? Et au fur et à mesure qu'on regroupe ces informations, on peut se dire, tiens, en regroupant tout ça, j'arrive à définir que c'est bien un chat. Et donc là, on est beaucoup plus dans un système qui essaye d'imiter l'intelligence humaine, en tout cas les réseaux de neurones que l'être humain met en œuvre à chaque réflexion qu'il fait. Donc c'est une autre technologie relative à l'intelligence artificielle. Google investit massivement dans l'intelligence artificielle. C'est la société au monde qui investit le plus par rapport à ces technologies-là. Les autres le font aussi, mais à un degré qui est beaucoup moins important. Donc c'est vraiment intéressant, hein. Vous allez sur le site Statista, il vous donne plein de statistiques et de graphiques disponibles sur toutes les tendances d'aujourd'hui. Et donc c'est là que je me suis inspiré c'est là que j'ai été chercher ces inspirations. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, eh bien, la société de l'éducation s'en empare? Alors d'abord, certains disent que c'est une intelligence très bête, parce qu'elle ne fait que ce qu'elle est capable de faire. Une intelligence qui bat quelqu'un au jeu d'échecs, elle ne sait rien faire d'autre que de battre quelqu'un au jeu d'échecs. Elle n'est pas capable de conduire votre voiture. L'intelligence qui sera capable demain de conduire votre voiture sans que vous ne puissiez la manipuler, elle ne pourra pas jouer au jeu d'échecs. Donc il n'y a pas de transfert d'une compétence à l'autre, ce que nous sommes capables de faire. On peut jouer au jeu d'échecs et conduire notre voiture. Pas en même temps, mais en tout cas notre cerveau est capable de le faire. Mais l'éducation s'en empare, et vous voyez, l'UNESCO, le 4 mars 2009, a réfléchi, a mis en place des systèmes de réflexion par rapport à ça. Et donc, tout à l'heure, on évoquait dans l'introduction tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage de masse. Et donc, comment aujourd'hui l'intelligence artificielle va pouvoir répondre à ces enjeux d'apprentissage de masse? Eh bien, c'est dans tout ce qu'on appelle l'adaptive learning. Ça veut dire, on va prendre en compte les profils des étudiants, le profil des enseignants, et on va essayer de proposer aux étudiants des systèmes qui vont s'adapter à leur parcours, à leur style d'apprentissage, à leur temps d'apprentissage, à leurs besoins, à leurs intérêts. Si Facebook est capable de détecter que vous vous intéressez aux dinosaures, une intelligence artificielle dans l'éducation peut se rendre compte que vous vous intéressez à la physique nucléaire. Et donc pourrait vous proposer des sujets comme cela. Et donc tous les systèmes qui existent dans les réseaux sociaux et en général peuvent être appliqués à l'éducation. Pour faire du diagnostic, pour proposer des réponses adaptées, pour faire du suivi, etc. Donc l'intelligence artificielle pénètre bien le monde de l'éducation. Et à Bruxelles, une école de formation à l'intelligence artificielle va ouvrir ses portes pour que les enseignants puissent s'en emparer. Donc de plus en plus, vous voyez bien, la tendance est celle-là. On a travaillé dans le cadre d'un mémoire avec un étudiant sur un chatbot dans Messenger qui interroge les élèves sur des notions mathématiques et donc donne l'illusion que l'élève discute avec quelqu'un sur un sujet qui est un sujet de préparation au concours de mathématiques pour les élèves de la 6e primaire. Et en fait, il discute avec un robot. Et donc ça, ce que vous voyez là, qu'est-ce qu'un triangle isocèle? C'est la réponse de l'élève, 3 côtés de même longueur. Attention, tous les triangles isocèles n'ont pas 3 côtés de même longueur, mais ils en ont tous au moins 2. C'est la réponse du robot. Et donc on peut proposer à des robots de prendre en charge une partie de l'apprentissage en les programmant d'une manière qui est intelligente. Et donc l'intelligence artificielle peut, entre autres, contribuer à ce type de démarche. Donc sans doute un des éléments les plus importants, c'est comment on met l'intelligence artificielle au service des enseignants. Et ça, c'est une question que vous voyez, un colloque national du Collège de France s'est posé au mois de mars de cette année. Et donc il y a là de la littérature par rapport à ce lien entre intelligence artificielle et éducation. Mais bien sûr, ce qu'on souhaite, c'est d'être plus intelligent toujours et pas nécessairement plus artificiel. Et donc, c'est comment on met l'intelligence en perspective, et l'intelligence humaine surtout, en perspective avec ces systèmes automatiques. Et donc là, il va falloir évidemment continuer à réfléchir et à travailler pour travailler sur cette complémentarité entre ce que les systèmes informatiques peuvent faire et ce que les êtres humains doivent faire en tant qu'enseignants. Parlons un peu du travail. On forme nos étudiants, mais pour quel travail, quels emplois, quelle formation? Et donc, ici, je vais vous montrer de nouveau une petite vidéo qui a fait le buzz sur Internet il n'y a pas très longtemps, qui est celle d'un robot présenté en Russie,
qui a dansé, et on l'a fait danser sur scène, et personne ne s'est rendu compte, en fait, que c'était un être humain qui avait un costume. Et donc les gens ont écrit des articles dithyrambiques sur le fait que c'est assez incroyable, cet individu, c'est une prouesse technologique, et en fait, non. Derrière ce robot qui danse, eh bien, en fait, il y a quelqu'un dans un costume. Voilà. Alors, ça nous rappelle à des temps plus anciens de la simulation, où ce qu'on appelle Mechanical Turk, c'est le fait qu'il y avait un joueur d'échecs qui était soi-disant un robot, et en fait, dans la mécanique qui était proposée, il y avait un vrai joueur d'échecs qui faisait jouer un automate, et ce n'est pas l'automate qui jouait, c'était un vrai joueur d'échecs. Aujourd'hui, une des grandes plateformes d'Amazon, c'est Amazon Mechanical Turk. C'est-à-dire que vous avez un travail à faire au niveau mécanique, qui est un travail pas très amusant, eh bien, qui va le faire pour vous en termes de travail numérique? C'est-à-dire, vous voulez construire des playlists, vous voulez reconnaître des polices, des caractères comme les CAPTCHA, vous voulez que des individus puissent évoluer dans un jeu, et donc il faut cliquer sur des épreuves qu'ils doivent réussir pour pouvoir les faire avancer dans le jeu. Ce n'est pas très passionnant de cliquer. Et donc, ces travaux, qui sont des travaux relatifs au numérique, qui n'ont pas une grande value intellectuelle, une grande plus-value intellectuelle, eh bien, c'est pris en charge et c'est rémunéré. Mais c'est rémunéré très peu. C'est-à-dire, chaque personne qui clique reçoit 0,01 cent, quelque chose, chaque fois qu'il clique. Et donc, pour avoir un peu d'argent, il faut déjà faire un travail considérable. Et donc ce système-là, allez voir sur la plateforme d'Amazon Mechanical Turk, des sociétés peuvent engager des gens pour faire des travaux qui sont des travaux de bas niveau, relatifs au numérique, et qui alimentent les systèmes d'intelligence artificielle des grosses plateformes. Et donc là, on est là dans une conception du travail qui, en fait, revient à celle des petits ouvriers qui font des tâches qu'ils ne comprennent pas toujours et qui vont, par la somme des tâches, en arriver à enrichir quelqu'un qui est capable de pouvoir gérer la synthèse de toutes ces tâches. C'est ce que vous faites quand vous cliquez sur « Est-ce que vous avez… » Et vous le faites aussi parce qu'il n'y a pas que des gens qui sont payés pour le faire, il y a aussi les gens qu'on sollicite pour le faire sans les payer. Donc c'est quand même du travail que vous faites pour eux, mais sans être payé, vous. Quand vous cliquez sur les papillons, est-ce que vous avez reconnu les papillons? Oui. À droite, vous voyez bien la différence entre le cookies et le chien. Pas toujours facile, mais donc quand vous êtes capable de faire la différence entre le cookies et le chien, vous travaillez, vous, pour ces entreprises digitales, ces entreprises numériques, et vous renforcez leur système d'intelligence artificielle par votre travail. Mais votre travail, il n'est pas rétribué, alors que vous travaillez pour eux. Et certains se posent la question, est-ce qu'il ne faudrait pas que toutes les plateformes qui développent de l'intelligence artificielle payent les gens qui contribuent? Et donc que nous recevions tous un peu d'argent quand nous contribuons à leur développement. C'est une vraie question aujourd'hui qui se pose à certains endroits. Si demain le numérique devait envahir les différentes sphères de la société, quel serait l'impact de ce numérique? Alors ici, on voit différentes courbes qui sont cumulées, et on voit l'effet que pourrait avoir la digitalisation sur les emplois dans un secteur particulier. Alors sur la gauche, vous avez tous les emplois qui ne perdraient pas grand-chose. Alors ce sont les emplois qui sont, vous voyez, envers l'éducation, hein, on ne perdrait pas grand-chose. Ce sont les systèmes de soins, ce sont les systèmes, bien sûr, au niveau du développement de l'informatique. Donc ce que vous voyez sur la courbe de gauche, là, il y aurait une perte d'emploi qui serait seulement de 30% en moyenne. Par contre, sur la droite, vous voyez les effets que cette digitalisation pourrait avoir sur des métiers tels que la maintenance, tels que la construction, tels que le transport. On dit que demain, sur les routes, il n'y aura sans doute plus de poids lourds qui seront des poids lourds avec des conducteurs. Il y aura des poids lourds qui seront comme des trains dans des systèmes autonomes et qui feront qu'on n'aura plus besoin de conducteurs de poids lourds. Et donc, il faudra réfléchir à qu'est-ce qu'on propose comme autre métier à ces gens-là. Et donc, on peut aujourd'hui faire de la prospective sur quel est l'impact de la digitalisation sur les types d'emplois de demain. Et donc, qui formons-nous demain?
puisque nous sommes ici pour former des étudiants, mais on les forme à quoi et avec quelle perspective d'avenir? Tout n'est pas noir. Les métiers du digital rendent heureux. Donc ceux qui y travaillent, en tout cas, mettent en avant une satisfaction de leur activité. Les missions qu'ils ont à réaliser, les équipes, la rémunération, qui n'est pas négligeable, ça dépend quelle rémunération. Puisque je vous ai parlé de Mechanical Turk, mais on peut parler aussi d'Alibaba, par exemple, qui est l'équivalent d'Amazon. En Belgique, il y a eu, je pense, il y a 6 mois, 1 an peut-être, une grande effervescence parce que Alibaba vient s'installer à Liège, en Belgique. Et donc, ça va générer plus de 6 000 emplois. Donc, on est très content en Belgique parce qu'il va y avoir du boulot. Mais quel boulot? Courir dans des rayons avec des petites charrettes pour remplir des charrettes? C'est du boulot de haut niveau, c'est du boulot qui met en valeur la compétence intellectuelle des individus. Donc, Alibaba, s'il vient chez nous, c'est qu'il y a un intérêt. Ce n'est pas pour faire plaisir à la Belgique. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on y gagne dans ce travail digital-là? Le travail digital qui est bien rémunéré, c'est celui des concepteurs de plateformes, c'est celui de... Enfin voilà, c'est pas celui de je roule avec un chariot dans des rayons que je remplis en fonction des commandes que je reçois. Donc, compléter son profil LinkedIn booste les chances d'emploi. Tout à fait sur la gauche, quand on n'a pas de profil, c'est ce qui se passe, quand on a un profil sommaire et quand on a un profil complet. Au niveau débutant, si vous avez un profil complet, voyez l'impact que ça peut avoir. Donc, plus on est élevé, on va dire, dans le type d'emploi, moins l'impact de LinkedIn est important. Donc, comment apprenons-nous à nos étudiants, même les moins qualifiés, à bien mettre en valeur leurs compétences pour qu'ils puissent être reconnus par des plateformes numériques sur le marché du travail? Ça fait aussi partie de ce lien entre travail et éducation. Est-ce que nous formons nos étudiants à décrire leurs compétences pas au travers de plateformes numériques comme LinkedIn peut le faire? Donc, quelles compétences numériques voulons-nous pour nos élèves, pour nos étudiants, pour nos enseignants? Alors, une analyse qui a été faite en Belgique, on demande aux enseignants quelle est la fréquence d'usage des différents outils numériques que vous développez, que vous mettez en œuvre à des fins pédagogiques. Ce que vous voyez en vert est ce qu'ils font très souvent, pratiquement tous les jours. Ce que vous voyez en rouge est ce qu'ils ne font presque jamais. Alors, si on regarde les différentes colonnes dans lesquelles il y a le plus de vert, c'est j'utilise mon ordinateur pour préparer les cours, Internet pour préparer les cours, gestion des données pour les élèves, tout ce que l'enseignant fait avant de donner cours. Donc il utilise beaucoup l'outil informatique pour préparer ses cours. Si on regarde ce qui se passe pendant les cours, logiciel de mind mapping, 90% qui ne font jamais. ENT ou LMS en classe, 91% qui ne font jamais. Outils collaboratifs en ligne, 79% qui n'utilisent jamais. Logiciels spécialisés pour l'éducation, 80% qui n'utilisent jamais. Ressources en ligne en classe, que 46% qui n'utilisent jamais. Mais vous voyez, ce qui se passe dans la classe utilise très peu les outils numériques. Donc les enseignants utilisent très peu dans la classe. Et puis, il y a une petite recrudescence de ce qu'ils font plus fréquemment dans la communication Internet avec les élèves, ce sont les 2 derniers items, la communication Internet avec les parents. Et donc, ce qui se fait après la classe est aussi quelque chose, enfin, des tâches dans lesquelles ils investissent les outils numériques. Donc, avant et après la classe, on utilise les outils numériques. Pendant la classe, on utilise peu les outils numériques. Donc, ça pose question sur quelles sont les compétences numériques que les enseignants mettent en œuvre dans leurs apprentissages et dans le... Je ne vais pas vous refaire le grand détail de tout ce qui existe par rapport à ça, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un référentiel européen qui s'appelle Digital Competence, DIGCOMP, Digital Competencies for Educators, et dans lequel on retrouve listé en 5 grandes catégories 21 compétences qu'il faut enseigner aux élèves de demain pour qu'ils puissent se développer en termes de compétences numériques. L'espèce de schéma que vous voyez là, qui ressemble à une console de PlayStation, c'est en fait la manière dont notre référentiel en Belgique va se calquer sur ce référentiel de compétences numériques européen. C'est-à-dire que pour la première fois, en Belgique,
en octobre-novembre, va sortir un référentiel des compétences numériques des élèves qui va être écrit. Ça n'a jamais existé. Donc on va pouvoir dire aux enseignants, c'est ça qu'il faut enseigner aux élèves. Et donc la question se pose, est-ce que ce référentiel numérique, eh bien, on l'a pour les élèves, pour les enseignants? Est-ce qu'on le met en œuvre? À quel endroit? Nous avons aussi une ministre qui, là en fait en fonction des élections, ne pourra plus être la ministre qui suit puisqu'elle n'a pas été plébiscitée, mais il n'empêche que dans ce qu'elle aura laissé, il y a ce plan qui s'appelle Stratégie numérique pour l'éducation, qui est gratuit, en ligne. Vous tapez Stratégie numérique pour l'éducation sur Google, vous allez le trouver. Ce rapport, il est là. Et donc, il permet en tout cas d'éclairer ce qu'on peut faire au niveau de l'éducation en différents axes. Définition des contenus et des ressources numériques, comment on accompagne et on forme les enseignants, comment on équipe les écoles, comment on communique, on diffuse ce qui se fait dans les écoles entre enseignants, comment on développe une gouvernance numérique. Voilà 5 axes qui sont développés dans ce rapport. Il y en a plein d'autres, il y a des rapports canadiens que je poste sur Facebook, sur Twitter, qui font le même genre de choses, mais voilà, c'est pour vous parler un peu de ce qui se fait en Belgique aussi. Donc ça existe. Plus particulièrement, qu'est-ce que le numérique apporte dans l'éducation par rapport à ce qu'il apporte en général dans la société? Alors une première chose qu'il peut apporter, c'est qu'il augmente le pouvoir des individus. Donc c'est ce qu'on appelle l'encapacitation ou l'empowerment en anglais, c'est on augmente la capacité de l'individu. On est capable de le rendre plus productif. Vous pouvez faire des vidéos YouTube, vous pouvez écrire des textes, vous pouvez créer des quiz, enfin, voilà, vous pouvez faire tout ça en tant qu'enseignant. Vous augmentez vos compétences. Apparaissent des formes collectives et originales. Aujourd'hui, on a des Moodle, on a des espaces, des environnements numériques de travail qui n'existaient pas avant, où les enseignants peuvent maintenant partager, peuvent échanger, peuvent travailler ensemble, peuvent concevoir ensemble. Et enfin, on redistribue du pouvoir et de la valeur. Ça veut dire qu'on reconnaît dans un dispositif, par exemple comme Moodle, que certains ont acquis des compétences et on leur octroie un badge en leur disant « voilà, tu as acquis cette compétence, eh bien, tu reçois un badge et ce badge, tu vas pouvoir le valoriser dans ton parcours comme ton CV, comme sur LinkedIn, etc. » Et les actions qui sont mises en œuvre, c'est qu'aujourd'hui, on peut développer, on a des outils qui permettent de s'entraîner. On a des quiz. Quizlet, par exemple, ça permet de renforcer les prérequis, la compréhension. On peut faire ça de façon autonome. On peut avoir sur son smartphone des systèmes qui nous permettent de nous interroger nous-mêmes sur est-ce qu'on a bien tout compris. On a des systèmes qui nous permettent de développer nos compétences numériques. Il y a un site qui s'appelle Enigma en France, qui est un escape game que tout le monde peut s'approprier et réaliser chez lui, qui permet de tester ses compétences numériques via un escape game, donc par une pédagogie active. Ça s'appelle Enigma. Donc vous tapez Enigma sur Internet, vous allez trouver ça. Bien sûr, le travail collaboratif. Qui n'a pas utilisé aujourd'hui un Google Docs pour partager son document? À peu près tout le monde maintenant, alors qu'il y a 10 ans, personne ne savait comment ni ce que c'était. On développe l'intelligence collective. J'ai des étudiants qui, pour un des travaux qu'ils devaient réaliser avec moi, ont contribué à une page Wikipédia qu'ils ont modifiée sur la dyscalculie. Et ils ont contribué à cette page sur la dyscalculie et le numérique, qu'en quoi le numérique peut aider la dyscalculie. Et donc, si vous allez voir la page Wikipédia sur la dyscalculie, ce sont mes étudiants qui l'ont en partie conçue. On peut contribuer à cette intelligence collective. Mais il faut le faire, tout le monde peut le faire. Et enfin, on peut créer de l'interactivité. On a des systèmes qui permettent de créer de l'interactivité avec la salle, de recueillir de l'info, etc. Donc, tout ça, on peut le faire aujourd'hui en éducation et c'est une plus-value qu'on peut mettre en avant. Parce qu'il faut se dire que nous devons fabriquer le numérique parce que s'il nous fabrique, il faut que nous, on puisse s'emparer des choses. Il faut que nous, on puisse être actifs et pas simplement comme avant, passifs. Comme on le disait, on est encore dans un système traditionnel où on écoute, où on reçoit. Mais comment est-ce qu'on fabrique nous-mêmes nos propres compétences numériques, nos propres outils numériques? Et j'en viens à mes quelques conclusions. Le numérique, c'est un moyen d'apprentissage et pas un miracle. Ne capitalisez pas tout sur le numérique. En même temps, il ne faut pas louper la transition numérique. Mais il ne faut pas faire croire aux gens que le numérique, c'est la solution. Parce que
quand ils verront que ce n'est pas ça, la solution, c'est sur vous que ça va retomber après. Donc c'est un moyen, comme un autre, à côté duquel il ne faut pas passer, mais ce n'est pas un miracle. Ça ne va pas sauver la pédagogie que l'enseignant veut mettre en œuvre. C'est lui-même qui transformera sa pratique et qui utilisera dans sa pratique des outils numériques qui sont pertinents et performants. Mais c'est lui qui est le responsable de sa pédagogie. Le numérique n'est pas l'objet externe qui va améliorer l'enseignant. C'est l'enseignant qui va réfléchir à quelle est la pédagogie que je veux mettre en œuvre et est-ce que là-dedans j'intègre des outils numériques qui m'ont l'air particulièrement pertinents pour le développement de la société. Donc cet ouvrage de Amadieu et Tricot, hein, Apprendre avec le numérique, mythe et réalité, parce que c'est ça aussi, ça déconstruit parfois un peu l'image qu'on peut se faire du numérique tout-puissant qui va résoudre tous les problèmes de l'éducation. Donc allez lire cet ouvrage, il va aussi vous dire qu'il y a des limites et elles ne sont pas négligeables. L'intelligence humaine ou l'intelligence numérique? Il y a les deux, évidemment. Et vous pouvez lire d'autres ouvrages qui sont ceux de François Tadei, Apprendre au XXIe siècle, ou Laurent Alexandre, La guerre des intelligences, l'un défendant plutôt le point de vue numérique et l'autre défendant plutôt le point de vue humain, et vous vous rendrez compte qu'à la fin du livre, tous les deux se rencontrent, que tous les deux sont d'accord pour dire que ce n'est pas une intelligence qui vaincra l'autre, mais que c'est la complémentarité des deux qui fera la force et qui permettra à tout le monde de pouvoir bénéficier au mieux de la puissance des deux. Si une machine calcule plus vite que nous, ce n'est pas la peine d'essayer de courir. Enfin, voilà. Par contre, si vous, demain, vous pouvez mieux encadrer un individu qu'on a détecté comme étant ayant une maladie qui est une maladie grave, mais que l'intelligence artificielle a diagnostiqué bien plus vite que ne le fait n'importe quel médecin, ben c'est dans l'accompagnement humain que vous allez apporter à cette personne, que vous pourrez beaucoup plus vite lui accorder, que vous pourrez beaucoup mieux lui accorder. La question des robots, c'est aussi une question qu'on peut se poser la question. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est tellement inhumanisant? Eh bien, vous savez, en tout cas en Europe, dans les endroits où vivent des personnes âgées, eh bien, on a un manque cruel de personnes qui peuvent se charger de l'accompagnement de ces personnes âgées. Et si on pouvait faire réaliser des tâches qui sont des tâches de « je t'apporte à manger, je récupère tes lunettes qui sont tombées quelque part » et que c'est un robot qui le fait, et que les personnes qui sont des êtres humains qui travaillent là peuvent beaucoup mieux s'occuper affectivement et en termes de relations humaines des personnes, eh bien en fait on va les décharger de tâches qui sont lourdes et peut-être pas très valorisantes pour mettre en avant les tâches qui sont les tâches peut-être les plus intéressantes en termes de relations humaines. Et donc c'est la complémentarité qui est importante. Enfin, l'éducation, même si le numérique n'est pas un miracle, doit s'emparer de la question numérique. Il faut le faire. Si vous regardez tous les petits logos qui sont en dessous, la Khan Academy, Fun, Google Classroom, Apple for Education, Facebook for Education, Office 365 for Education, les grandes sociétés, les grandes plateformes, elles s'intéressent à l'éducation. Si on ne le fait pas nous, est-ce que demain on existera encore en tant que pourvoyeur d'enseignement, d'éducation, et est-ce qu'elles ne le feront pas à notre place? Et donc il faut que nous puissions apporter notre plus-value d'encadrement, de suivi, de potentiel, dont ces plateformes n'ont pas nécessairement l'expertise que nous avons en tant qu'enseignants universitaires, en tant que contributeurs à l'éducation de nos enfants, de nos pays. Mais aujourd'hui, toutes ces sociétés s'intéressent à l'éducation. Donc il faut que nous soyons partenaires ou contributeurs aussi de ces démarches qui existent là aujourd'hui. Et donc j'en reviens à Doug Engelbart qui avait mis en avant toutes ces technologies et tout ce qu'elles pouvaient apporter déjà en 1968. Et ce qu'il disait n'était pas autre chose. La technologie ne doit pas avoir pour but de remplacer les humains, mais elle doit amplifier les compétences, les capacités de l'être humain. Et donc c'est bien dans ce sens-là qu'il faut voir le numérique aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.